Alors, bonsoir à tous. Nous sommes donc en présence de Pierre-Julien Marest et Séverine Danflou. Pierre-Julien, vous êtes le créateur de cette maison d'édition qui regroupe deux thèmes, deux genres particuliers, le cinéma et la littérature. Et je crois que vous êtes quasiment le seul, voire le seul sur le secteur. J'aimerais savoir comment vous avez eu cette idée de créer cette maison d'édition avec le cinéma en son sein. Alors, en fait, c'est ma deuxième maison d'édition. J'avais déjà une maison d'édition il y a une quinzaine d'années où j'avais publié des livres de cinéma purs, mais j'avais aussi publié avec les éditions Payot et Rivage les mémoires d'un acteur qui s'appelait Sterling Hayden, mais c'était des mémoires d'acteurs très singuliers, c'est-à-dire que c'était très littéraire. Enfin, Hayden avait une plume affirmé. C'était vraiment un très bon écrivain. Il parlait de cinéma, mais il y avait aussi des accents situationnistes, une espèce de refus de la société du spectacle hollywoodienne euh, dans les années 60. Donc, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, enfin, de parler de cinéma, mais aussi de manière littéraire. Euh, et là, avec cette nouvelle maison, en fait, un peu par hasard, le premier texte que j'ai publié, c'était une interview d'Hitchcock par Andy Warhol, mais c'est un entretien qui avait été vraiment monté par Warhol et son bras droit, qui était une femme qui s'appelait Pataquette, où il y avait un jeu et un montage très littéraire en fait dans le rendu, enfin dans un interview. Bon, on peut l'éditer de 50 manières différentes. On peut choisir de garder les hésitations ou les couper. Et là, il y avait des jeux typographiques. Il y avait un truc déjà. À la lecture de cet entretien, on avait l'impression d'assister à une pièce de théâtre et se retrouver dans la même pièce que Andy Warhol et Alfred Hitchcock. Donc, voilà, ça s'est fait un peu par hasard, mais en même temps, c'est deux domaines qui m'appelaient d'une certaine manière. Je suis un grand cinéphile, j'adore le cinéma et en même temps, j'aime beaucoup la littérature affirmée, enfin, disons, la littérature où la forme est importante. Donc voilà, ça s'est fait au hasard des rencontres, d'une certaine manière. Et on rappelle que vous l'avez créé en 2016, donc c'est Oui. quand même extrêmement récent. Mhm. Pour le coup, comment vous avez construit le catalogue? Comment vous avez réfléchi à la manière de le construire? Est-ce qu'au départ, vous étiez ciblé plutôt sur les essais et ensuite la littérature est venue? Ou au contraire, vous aviez déjà dans l'idée de faire venir la littérature dans le catalogue? Alors non, ça s'est fait vraiment pas par hasard, parce que ce sont des domaines que j'aime. Quelque part, au fond de moi, j'avais envie de lier. Mais au départ, ou en tout cas, la maison, c'était des textes. Elle est partie sur des textes d'Hitchcock. Il y a des textes d'Hitchcock dont certains étaient complètement inédits, n'avaient jamais été traduits en France. Mais assez vite, j'ai rencontré un écrivain qui s'appelle Luc Chomara, qui m'a proposé un texte qui s'appelle Les 10 meilleurs films de tous les temps, qui n'est absolument pas la liste des 10 meilleurs films de tous les temps, qui est une espèce d'essai sur Tarkovsky, Ozu, et en même temps de cinéma de genre, Dario Argento, Mario Bava, où c'est l'histoire d'un père qui essaie de dresser pour son fils la liste des 10 meilleurs films de tous les temps. C'est un truc complètement subjectif. Enfin, les 10 meilleurs films de tous les temps, ça peut changer tous les jours. Donc Chomara, qui est un type qui a un humour dingue, enfin une subtilité incroyable, moi, il me fait mourir de rire. Il a joué d'une certaine manière autour de cette impossibilité de créer cette liste. Donc, c'est entre le récit, ce texte, et l'essai, parce qu'en même temps, il parle d'Ozu et de Tarkovsky et de la lenteur, par exemple, chez ces cinéastes, de la lenteur des plans, du fait que chez Tarkovsky, un plan peut s'étirer de manière insupportable, presque, pour un spectateur qui n'en peut plus. Il en parle de manière très drôle et en même temps très juste, enfin très amoureuse, très respectueuse. Donc, il y a eu cette rencontre avec Luc, puis la rencontre avec Séverine, à peu près à la même époque, dont j'ai publié le premier roman, qui s'appelait Brune Platine,
qui est un roman qui est une histoire d'amour à la Cinémathèque, enfin, entre deux employés de la Cinémathèque, c'est vrai, on en parlera mieux que moi, euh, et où il y a énormément de références au cinéma. Il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma de la Nouvelle Vague, notamment, mais pas seulement, à James Gray, à des cinéastes plus modernes, enfin plus récents, je veux dire, pas plus modernes, c'est le mauvais terme. Euh, c'est un texte qui avait intéressé d'autres maisons, mais on lisait, en gros, les réponses qu'on lisait, c'était tes références, ça n'intéresse plus personne. Si on coupe tout le cinéma, on prend ton texte. Et moi, quand elle m'a présenté ça, je lui ai dit, ah bah non, si tu retires le cinéma, moi, je ne le prends pas. Donc, j'ai accepté ce manuscrit et en le retravaillant très peu, en peaufinant un petit peu, mais enfin, en tout cas, dans la structure générale et en acceptant le manuscrit tel quel, quoi, d'une certaine manière. Donc, voilà, cette collection de littérature, elle s'est vraiment faite par les rencontres, par des propositions aussi. Et moi, j'étais, comment dire, appelé d'une certaine manière à accepter ces textes-là et pas d'autres, et à les privilégier. Et voilà un peu comment ça s'est fait, quoi. Alors, ça tombe bien parce que ma prochaine question était davantage sur la part de cinéma qui devait être au sein d'un livre pour que vous puissiez l'accepter. Est-ce que véritablement, par exemple, dans le livre de Séverine, le cinéma est présent, mais ce n'est pas non plus, à mon sens, le sujet principal. Mm. Donc justement, à partir de quel moment vous décidez de dire, attention, là, le cinéma n'est pas assez présent, je préfère ne pas le prendre. Ouais, il n'y a pas de règle, c'est Vietnam. Enfin, non, je plaisante, mais dans le cas de Séverine et de Luc Chomara, Luc Chomara, il m'a présenté, quelques temps après les 10 meilleurs films de tous les temps, un livre qui s'appelle Un petit chef-d'œuvre de littérature, où il y a, pour ainsi dire, aucun lien avec le cinéma. Mais c'était comme le premier livre de Luc, c'était une espèce d'ovni littéraire qui n'aurait peut-être pas été accepté ailleurs que chez moi, parce que c'est une écriture, c'est des textes très singuliers au second degré. Et quand il m'a donné ça, j'étais mort de rire et je lui ai dit, bah écoute, c'est génial, moi je le veux, même s'il n'y a pas de cinéma. Et ça s'est passé exactement pareil pour Séverine. J'avais déjà publié Brune Platine et s'abandonner. Bon, il y a un lien avec le cinéma, mais qui est beaucoup moins présent que dans Brune Platine, qui est beaucoup plus secondaire. Là, c'est effectivement l'histoire d'un réalisateur, mais le cinéma, ça fait partie du décor, d'un décor, comme au même titre que les cafés, par exemple. C'est pas, ça pourrait exercer, il pourrait être journaliste radio, par exemple. Ouais, ouais. Le cinéma est vraiment extrêmement secondaire. Bon, il y a des clins d'œil cinéphiliques, mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que c'est des auteurs que je suis et quand les collaborations étaient vertueuses, merveilleuses, j'ai pas envie de les lâcher, je m'attache et j'ai envie de continuer avec eux, quoi. Donc voilà pourquoi il y a peu de liens en fait dans S'abandonner ou dans La mort de Massao, le dernier de Da Silva. Ouais, Il n'y a c'est pareil. quasiment pas de cinéma, mais le texte était merveilleux. Donc j'ai dit, si, on continue. Et par rapport je me suis posé la question en regardant les ouvrages que vous publiez. J'imagine qu'il y a certaines commandes, ou en tout cas que la part de commandes est plus importante que la part de manuscrits que vous recevez, ou pas du tout. Est-ce que je me trompe Mm, totalement? Mais j'imagine que sur les essais, c'est peut-être 80-20. Pas de commande. non, 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 non. Il y a pas, il y a très, c'est vraiment des rencontres, quoi. C'est-à-dire, par exemple, j'ai publié un livre en fin d'année dernière sur Bertrand Blier, qui n'est pas a priori un de mes cinéastes de chevet. C'est un ami qui m'a proposé ça. Et j'ai trouvé le texte extrêmement convaincant, il m'a même convaincu que je me plantais sûrement sur certains aspects de Blier. Mais non, des commandes, il y a eu deux livres. Alors, parfois, il y a eu. Oui, si, en parlant avec quelqu'un, on parlait de Franju, et il me dit je lui dis, tiens, je ferais bien un bouquin sur Franju, ça t'intéresserait? Il me dit, ah ouais. Donc, ça se fait comme ça, mais c'est pas des.
je crois qu'il n'y a jamais eu de commande. J'ai jamais cherché. Je me suis jamais dit, tiens, je veux faire un livre là-dessus. Je vais recruter quelqu'un pour l'écrire. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on me propose régulièrement beaucoup de trucs. Il y a des cinéastes qui vont plus m'intéresser que d'autres. Et j'accepte ce qui vient, en fait, et ce qui est bon, enfin, ce qui me semble, mais non. Oui, l'écriture est très importante. Après, bon, dans des trucs sur John Boorman, par exemple, le cinéaste anglais à qui on doit, je ne sais pas pourquoi j'ai Léo The Last, qui n'est pas son plus connu, mais Point Blank, Le Point de non-retour, La forêt d'émeraude, Délivrance. Lui, j'ai publié son autobiographie et simultanément son premier roman. Et il s'est trouvé que Michel Simon, critique directeur de la publication Positif, cherchait un éditeur pour publier la version définitive de son essai sur Boorman qui était paru chez Calman Levy en 85 et qui s'arrêtait à la moitié de la filmo de Boorman. Donc, bah, moi, je lui ai dit, si Calman est d'accord pour que je reprenne, oui, ça fait sens pour moi d'entourer le mieux possible du point de vue éditorial John Boorman avec la monographie complète sur Boorman, son roman, son essai, son autobiographie. Donc voilà, il va plus y avoir des envies de faire, par exemple sur Hitchcock, j'ai fait 4 livres d'Hitchcock ou sur Hitchcock. Sur Richard Fleischer, là, je publie ses mémoires et simultanément un essai de monographie de Nicolas Tulloch sur toute l'œuvre de Richard Fleischer. Donc c'est plus une envie, quand je m'attaque à un sujet, mais Tulloch, ce n'était pas une commande, par exemple. Tulloch, on parlait il y a 1 an et demi, et il me dit, tiens, j'écrirais bien sur Turner, sur Wise ou sur Fleischer. Je lui dis, bah, attends, tu écris sur Fleischer, si tu as envie d'écrire sur Fleischer. J'ai acheté ses mémoires, je suis en train de les préparer. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais ce n'était pas une commande, c'était un projet qu'il avait déjà depuis quelques années. Et je lui ai donné le feu vert, en gros. J'étais vraiment persuadé que justement vos choix cinématographiques, vos coups de cœur cinématographiques étaient justement adaptés ou que vous demandiez à ce qu'un écrivain se saisisse du sujet et puisse écrire dessus, justement pour avoir encore plus de recherche et un travail d'écriture supplémentaire. Mais ce n'est pas le cas. Non, non, c'est ce que je vous dis sur Billet. Par exemple, Billet, c'est vraiment pas le premier sur qui j'aurais travaillé. J'ai reçu par exemple, entre-temps, j'ai reçu des trucs sur des cinéastes que je connais mieux ou avec qui j'ai plus d'affinité, mais que j'ai refusé parce que le style ne me convenait pas, et que je n'étais pas convaincu par l'approche des auteurs. Donc, je suis assez respectueux des. Autant que le sujet, et ça de manière générale, c'est la forme vraiment qui m'intéresse, c'est l'approche de l'auteur, c'est le style, la manière dont il va aborder une œuvre, un machin, la passion qu'il a aussi, parce que j'aime bien travailler avec des gens passionnés. Et j'attends par contre des auteurs qui me proposent des textes bien abouti, quoi. Je ne prends pas des trucs où je sais que je vais devoir passer 2 ans à retravailler, à amener l'auteur là où je voudrais qu'il aille. Je préfère prendre des auteurs, je sais, Alas, là où il est, je ne suis peut-être pas d'accord avec tout sur son truc, mais ça lui appartient. Mais en tout cas, le truc me semble bon, me plaît, que je sois d'accord, ou que je sois passionné, autant passionné ou moins que lui par le sujet. Je trouve que dans son approche, dans son écriture, il y a quelque chose qui me plaît. Et je veux y aller. Et aussi, il y a un autre facteur, c'est est-ce que l'auteur, qu'il soit femme ou homme, est sympathique, est agréable, sait à quel point c'est dur, l'édition, sait à quel point il faut tout article, tout retour de lecture, il faut le prendre avec joie, il faut le prendre comme un honneur, parce que je rappelle souvent que bon, bah, les auteurs, ils connaissent bien le milieu cinématographique, ou le milieu cinématographique, il y a quoi, 700 à 800 films par an, sorties techniques incluses à peu près. Donc, un film qui sort, généralement, tout le monde en parle, quoi. Télérama en parle, même si c'est 200 signes, Le Monde en parle. Un livre, quand on publie un livre, c'est un livre parmi 80 000 ou 70 000 qui ont été publiés de la même année.
Donc, avoir Le Monde quand on publie un livre, c'est un honneur, c'est une chance, parce que la même semaine, il y a 300 ou 500 ou 800 livres qui sont parus et dont personne ne parlera jamais. Donc, il faut que il faut que les auteurs comprennent la difficulté de publier des livres de nos jours dans un amas où il y a beaucoup de livres d'excellente qualité dont on n'entendra jamais parler, qui trouveront peut-être parfois même 7 lecteurs. Enfin, j'exagère à peine, tant il est difficile de nos jours de faire exister des livres dans la presse, mais évidemment aux librairies aussi, parce que les libraires, quand je vais les voir et que je leur parle littérature, ils me disent, regarde mon rayon littérature, je n'ai plus de place, je peux plus prendre de livres, je peux plus. Ma table, elle n'est pas extensible à l'infini. Faire exister un livre de nos jours, ça demande une détermination folle, totale. Il y a des auteurs qui sont très... Il y a un auteur que j'aime bien, Philippe Hanoc, qui en parlait il y a peu de temps sur Facebook, qui parlait, c'est un auteur qui a 15 livres, là, je crois, qui a été chez Kidam, chez Seuil, dans des grosses maisons. Il était dans de grosses maisons, et puis maintenant, il préfère être dans des petites, d'une certaine manière. Je ne vais pas trop m'aventurer sur ce qu'il a amené, mais il expliquait à quel point c'était important pour lui de faire vivre ses livres aussi en parlant sur les réseaux sociaux, et qu'il là, il faisait quelque chose que les éditeurs, que ce soit de très gros éditeurs ou de petits, ne pouvaient pas faire à sa place. Et de l'importance de l'expression de mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, je ne veux pas monologuer, mais en France, on a souvent eu un rapport où l'artiste fait son œuvre et puis c'est tout. Et tout ce qui pourrait être assimilé à de la vente ou à de la promotion serait un petit peu vulgaire ou un petit peu... C'est pas le rôle d'un artiste. De nos jours, si, malheureusement, quand on est écrivain, autant il y a 20-25 ans, on pouvait écrire et faire confiance à Gallimard ou à machin pour faire vivre le livre tout seul. De nos jours, mais n'importe quel écrivain qui n'est pas déjà identifié, connu, suivi par la presse, doit se battre lui aussi à sa petite manière, à sa petite échelle, sur tous les plans. C'est-à-dire que ça crée aussi une alchimie avec l'éditeur, avec l'attaché de presse, s'il y en a une, avec la relation libraire, s'il y en a une. Il faut dépenser énormément d'énergie pour faire vivre son travail, son œuvre. Et généralement, ces écrivains, c'est aussi des gens passionnés l'ego qui pourrait, comment dire, il faut s'attendre à se prendre des claques dans la gueule, mais parfois des commentaires. Nock racontait justement que les gens commentaient sur ses fils en disant qu'il en avait marre de tous ces écrivains qui faisaient de l'auto-promotion. Non, on est sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup d'écrivains, c'est une part de travail. On donne de la visibilité à notre travail. Voilà. Et c'est un petit peu la même chose pour les éditeurs, qu'on oublie souvent, mais qui doivent évidemment travailler d'arrache-pied pour avoir des papiers dans la presse et autres. Justement, par rapport à ça, comment vous vivez cette situation en tant qu'éditeur indépendant, en plus ciblé sur un secteur? Je trouve ça extrêmement courageux d'avoir cette passion-là pour être éditeur dans ces conditions-là, puisque les conditions sont extrêmement difficiles. Qu'est-ce qui mue votre envie, votre passion? Qu'est-ce qui vous entraîne là-dedans à continuer à éditer dans ce monde-là? Alors déjà, juste pour revenir sur ce que je disais il y a 2 secondes, ce que je dis des auteurs, effectivement, c'est entièrement valable pour les éditeurs aussi. On n'est plus dans un monde où les éditeurs peuvent, mais je veux dire tous les éditeurs, enfin, à part quasiment les très très gros éditeurs, disons que les petits éditeurs et les éditions moyennes ne peuvent plus se permettre d'attendre de leurs diffuseurs, de leurs représentants, qui soient leur seul lien avec les libraires. Idem, même s'ils ont des relations libraires en plus, le boulot d'un éditeur, aujourd'hui, pour moi, c'est aussi d'aller à la rencontre des libraires et des journalistes. C'est d'avoir, parce que le meilleur représentant d'une maison d'édition, c'est l'éditeur.
personne ne connaît mieux, a priori, le catalogue que l'éditeur, l'éditrice, évidemment. Personne ne connaît mieux l'auteur, le texte, que la personne qui a aidé l'auteur à accoucher de ce texte, à donner forme à son texte. Donc, pour répondre à votre question qui était donc sur qu'est-ce qui me motive, déjà, ce que je constate, c'est qu'au bout de... Ouais, là, je serai bientôt dans ma 5e année d'existence, c'est qu'au bout de 5 ans, ça devient quand même un peu plus facile. C'est-à-dire que la maison est identifiée quand même en librairie, elle est aussi identifiée dans la presse. Bon, au bout d'un certain temps, un vieil axiome dans l'édition qui dit l'important dans l'édition, c'est de durer, quoi. Et bon, à partir du moment où on fait quand même un peu de qualité, enfin voilà, qu'on a en tout cas une démarche intellectuelle sincère et honnête, il y a quelque chose qui est une forme de prestige qui commence à exister et qui fait qu'il y a des libraires ou des journalistes qui s'intéressent, qui vous ont remarqué depuis quelque temps et qui disent « Ah tiens, il continue ». Donc, peut-être intéressant, qui se mettent à vous soutenir petit à petit. Ça prend énormément de temps, mais quand ça arrive, ça fait du bien, quoi. Voilà. Je comprends. Sandra? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Pierre-Julien et bonsoir Séverine. Je me posais la question, alors moi je me découvre un petit peu, pourtant j'aime beaucoup le cinéma, mais voilà, donc ce soir je suis là pour découvrir justement un petit peu ce que vous faites. Et tout à l'heure vous parliez des centaines de films qui sortaient chaque année, enfin qui sortent chaque année, et parmi ces centaines, il y a un peu de tout. Donc, je me posais la question de savoir finalement quelles sont vos limites dans les choix de livres sur les sujets cinématographiques, sur les réalisateurs, sur les genres. J'imagine que vous avez des limites au regard de votre catalogue que je suis allée voir. Je pense qu'il y en a, mais comment vous les déterminez finalement? La première limite, c'est celle, elle est simple, c'est que je ne peux pas publier plus de 8, 9, 10 livres grand maximum par an. Donc, je suis assez serein. Il y a plein de choses que je refuse. Il y a des choses qui me plaisent que je refuse parce que, au bout d'un moment, l'année prochaine, elle est quasiment pleine. Enfin, mon agenda éditorial est quasiment fixé. Je crois qu'il me reste une place. L'année suivante, donc là, on est sur 2023, commence déjà à se remplir. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout faire. Donc naturellement, je choisis ce qui me plaît le plus. Il y a beaucoup de propositions, on reçoit beaucoup de propositions. J'ai mis à jour mon site internet là, pour dire que j'acceptais plus rien avant 2024 ou 2025. Bon, évidemment, c'est une blague. Je regarde tout ce que je reçois, mais pour freiner un peu, parce qu'au bout d'un moment, je reçois vraiment trop de manuscrits, j'ai plus le temps même parfois de les ouvrir, quoi. Il y a une offre qui peut être un peu étouffante par moment. Et un truc très simple, qui se dit peut-être peu, mais j'ai aussi l'expérience des auteurs avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai envie de continuer à travailler, quoi. C'est-à-dire que si Séverine, par exemple, quand je sais qu'elle me proposera un autre texte un jour, elle passera en priorité. Luc Chomara aussi. Et des auteurs avec qui, il y a des auteurs avec qui les collaborations ne sont pas idylliques. Il y a des auteurs avec qui je suis resté très ami, mais on n'était pas fait pour travailler ensemble. C'est pas un processus facile, forcément, la finalisation d'un texte, enfin sa naissance sous forme de livre. Parfois, il faut peaufiner, parfois il faut faire confiance à l'éditeur, parfois il faut remettre en question ses choix qui ne sont pas toujours justes, il m'arrive de me tromper, mais parfois, un auteur qui s'apprête à publier, qui est en train de finaliser un texte, ça va être quelqu'un d'assez fragile, qui doute, qui ne sait pas, qui ne sait plus. Il peut y avoir des tensions. Bon, ça, c'est une chose. Puis bon, il y a des auteurs qui sont devenus vraiment de très très proches amis, donc voilà, bon, quand on ne travaille pas ensemble, on boit des coups ensemble, et je travaille avec eux en priorité parce que
Bah, si je pouvais publier 20 livres par an, je le ferais, mais humainement, c'est impossible. Donc voilà, ça se fait un peu comme ça, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Alors, vous avez répondu clairement. En fait, ma question, c'était aussi plus par rapport au genre cinématographique. En fait, est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de publier parce que vous n'aimez pas ça, justement? Enfin, il y a quand même de tout, et du pire au meilleur dans le cinéma. Donc, Alors, euh, sur les genres, non, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes dans tous les genres, majeurs, mineurs. Euh, je n'aurais rien, je crois que je ne l'ai jamais fait, mais on me proposerait un jour un livre sur le film d'horreur, je ne dirais pas non, là j'ai accepté. Si, Wes Craven. Oui, si, je l'ai fait. Là, je vais m'attaquer à un genre qui est le camp, qui est un genre que je connais très mal, mais l'auteur me semble très intéressant. Bon, aussi, il y a des trucs, je suis pas super, pardon, il y a une mouche, je suis pas super, comment dire, pop culture. Je ferai pas un livre sur Marvel, ça, par exemple, sur les productions Marvel, ça m'intéresserait pas. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui le font déjà, donc je- dans mes critères, par contre, s'il y a une chose certaine, je préfère toujours m'aventurer dans un domaine sur lequel il n'y a rien ou quasiment rien. Ça me semble toujours à choisir. C'est un cinéaste un peu oublié, mais sur lequel il n'y a absolument rien. À côté, un cinéaste que j'aime beaucoup, mettons, il y a un livre sur les frères Cohen que j'adore, mais il y a déjà plein de livres sur les frères Cohen. Je préférerais m'intéresser euh, au sujet sur lequel on ne trouve rien, parce que c'est plus intéressant pour moi et puis pour les lecteurs qui, d'offrir, de creuser des domaines qu'on exploiter, quoi. Voilà, vous êtes là, vous êtes passé là, parce que vous étiez là, et voilà, je vous ai retrouvé. On a vu la détresse. On a vu la détresse. Alors, à noter quand même que vous n'acceptez aucun manuscrit après avoir bu des coups avec l'auteur. On est d'accord, hein? Ah, jamais, 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 hein? Jamais. 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 Ah oui. Béa, c'est à toi. Bonsoir à tous. En fait, c'est simplement pour compléter la question de Sandra. Moi, je vais vous poser la question inverse. Est-ce qu'il y a un livre que vous rêveriez de publier, un livre ou un sujet, en fait, soit un livre ou un essai déjà paru en langue étrangère que vous rêveriez de traduire ou de faire traduire, ou une thématique dont vous souhaiteriez qu'un auteur vous la propose, en fait? Est-ce qu'il y a un sujet particulier, un réalisateur ou un film, voilà, qui serait votre objectif ultime? Et je rajoute une question à celle-là sur vos influences cinématographiques. Quel cinéma aimez-vous? Quel cinéma aime... Alors, j'imagine il y a beaucoup de genres que vous aimez, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui véritablement vous a donné, vous a mis le pied à l'étrier au cinéma? Euh, alors, pour répondre à la première question, paradoxalement, j'adorerais faire un livre sur les frères Cohen. Je disais il y a 5 minutes que je choisirais l'autre, mais parce que j'adore vraiment ces cinéastes. Mais bon, là, un livre, les traductions, il y a- il y a- je ne vois pas de livre que je rêverais de faire traduire là, dans l'immédiat. Pour répondre sur la question des traductions, c'est idiot, mais une traduction, ça va vite coûter 8, 10 000, 12 000 euros. Je peux embaucher. Alors, si c'est un écrit de cinéaste très rare qui n'a jamais été fait, là oui, mais si c'est un essai, par exemple, sur un cinéaste, je vais toujours préférer prendre un auteur français. Déjà, ça sera bien plus. Ça sera inédit et puis surtout, ça sera plus facile à mettre en œuvre parce que les coûts de traduction empêchent beaucoup de publications. Il y a des publications, bon, au bout d'un moment, si on a 10 000 euros de traduction et on sait le sujet va toucher 300 ou 500 personnes, c'est juste un suicide, juste suicidaire de le faire. Sur le rêve, je rêvais à une époque, mais ça demanderait un gros travail de recherche, de trouver toute la correspondance d'Hitchcock avec. Je suis tombé sur une lettre qu'il avait écrit, un échange qu'il avait eu avec Nabokov.
J'ai trouvé ça génial. J'avais fantasmé sur la correspondance d'Hitchcock, avec, je ne sais pas qui il a pu écrire, mais il en a forcément eu une. Et si je trouvais ça, ou si quelqu'un me disait, moi je vais chercher tout ce que Hitchcock a trouvé et tout, mais peut-être qu'il trouverait une lettre d'Hitchcock à Freud, j'en sais rien, enfin des trucs géniaux. Donc ça, j'adorerais faire ça. Et pour ce qui amène à votre question sur ce qui m'a déterminé, oui, je pense que c'est Hitchcock que j'ai vu assez jeune, enfin, dont mes parents me montraient les films de Fenêtre sur cour à Sueur froide, La mort aux trousses, L'homme qui en savait trop, la deuxième version. C'est des films qui, d'un point de vue esthétique, m'ont beaucoup marqué, mais aussi, bon, c'est des espèces de contes moraux, souvent un peu érotiques, avec un érotisme un peu masqué, évidemment, pour l'époque, mais qui est quand même extrêmement présent. Avec de l'humour, avec du suspense. Enfin, voilà, c'était des films en même temps populaires, en même temps d'extrême qualité. Donc, le cinéaste qui m'a le plus marqué, c'est Hitchcock, même dès l'enfance, quoi. Isabelle? Oui, bonsoir à tous les deux et puis merci pour cette rencontre. C'est toujours. Alors, moi, je découvre aussi votre maison d'édition. J'adore le cinéma et j'adore la littérature, donc les deux sont très intéressants de ce point de vue-là. Ma question, c'était justement parce qu'il y a quand même, vous avez quand même publié des textes d'Hitchcock, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, on sent quand même qu'il y a un fort attrait pour ce cinéaste. Et du coup, j'ai loupé peut-être quelque chose, mais du coup, c'est venu comment sur Hitchcock? Alors, vous en avez parlé vite fait au début, mais du coup… Oui, non, mais c'est un traducteur qui avait traduit un premier recueil de textes Hitchcock qui était paru chez Flammarion, qui s'appelait Hitchcock par Hitchcock. Qui était donc des textes de toute nature d'Hitchcock. Il y avait des entretiens, des comptes rendus de conférences, etc. Et il cherchait, et Flammarion apparemment n'était pas intéressé par le deuxième volume de ce recueil, qui était paru aux États-Unis sous le titre Hitchcock and Hitchcock Volume 2. Et donc, moi, j'avais vraiment envie de leur donner naissance, de les voir traduits en français, ces textes, parce qu'ils étaient importants et ils étaient parfaitement inédits en France. Donc, j'ai contacté l'université américaine, enfin, leur ayant droit en France, leur agence. J'ai acheté les droits de ces textes, puis j'ai racheté à Flammarion le premier volume, Hitchcock on Hitchcock Volume 1, que j'ai retitré Ferme les yeux et vois. Et donc, la maison est vraiment liée à Hitchcock parce que c'est ce qui a motivé un peu sa naissance. Quand je me suis dit, bon, merde, on peut pas, personne ne veut retraduire, ne veut faire ces textes, bon, moi, je vais remonter une maison pour les voir leur donner jour. Et de fil en aiguille, le traducteur avait dans ses tiroirs, il avait traduit une interview d'Hitchcock par Warhol qui devait être publiée dans l'Infini, la revue de Solers à l'époque. Je crois qu'il la dirige toujours d'ailleurs. Et je lui ai dit, non, c'est génial, il faut en faire un livre. Et donc, j'ai récupéré le texte, je lui ai acheté la traduction, j'ai trouvé les ayants droit aux États-Unis. J'en ai fait un petit bouquin qui a très bien marché et qui a vraiment qui a permis à la maison d'exister assez vite. Parce que, pour les fans d'Hitchcock, le livre était intéressant, mais pour les fans de Warhol aussi, donc on touchait deux publics. En couverture, il y avait un portrait d'Hitchcock retouché. Warhol avait fait 2 traits, quoi. Retouché par Warhol. Et le bouquin a eu beaucoup de presse. C'était assez miraculeux et c'est très bien parti. Donc, ça a été un coup de chance pour que la maison et l'identité de la maison existent très rapidement, quoi. Ok, et il n'y a pas du tout de fiction, c'est que des choses, soit des interviews, soit des… Dans les recueils d'Hitchcock ou…
Alors, il y a deux nouvelles écrites par Hitchcock, deux très courtes nouvelles qu'il a écrites, je crois, en 28-29, quelque chose comme ça. Il faudrait que je... Et c'est vraiment lui, parce que dans les soi-disant livres par Hitchcock, histoire Oui, par Hitchcock, c'est pas lui qui écrit. Hein. Enfin, oui, voilà, il y avait tous les Hitchcock présente, les machins, Hitchcock enfin, les gros bouquins que j'avais quand j'étais gamin. Je pensais que c'était Ouais, moi Hitchcock qui les aussi. écrivait tous. En fait, pas du tout. Mais là, c'est sûrement les deux seuls textes littéraires de courtes nouvelles qu'Hitchcock ait jamais écrit. Ah, ça a été, vous répondez à ma question d'après, du coup, merci. Séverine, vous êtes critique de cinéma, prof de lettres et écrivain. Du coup, vous rentriez parfaitement dans la case Marest éditeur, on est d'accord. Mais j'aimerais vraiment savoir comment vous êtes venu à l'écriture. Est-ce que véritablement c'est le cinéma qui vous a amené à l'écriture ou l'inverse? Comment êtes-vous devenu écrivain? C'est une grande question. En fait, moi, j'ai fait des études de lettres et j'ai suivi des cours de cinéma un peu en candidat libre. Je suis devenue prof de lettres. Très tôt, j'ai commencé à aimer l'art peut-être par le cinéma, puisque j'ai commencé à voir les films qui m'ont marqué, dont Marnie, Hitchcock et les propriétés interdites de Pollack, d'après Tennessee Williams. Du coup, j'ai écrit un Tennessee Williams, c'est le cinéma. C'est les films qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait rentrer et dans le cinéma et dans la littérature d'une certaine façon. Mais après, donc, j'ai fait des études de lettres, j'ai écrit sur la fin chez Kafka, Lévy et Paul Auster. J'ai enseigné la littérature assez longtemps et je continue. Hein. Et puis, j'ai eu envie dans l'enseignement, on peut passer une certification en cinéma. Donc, j'ai passé cet examen pour devenir prof de cinéma. Donc, aujourd'hui, je suis prof de cinéma, et de lettres et critique de cinéma. Et longtemps, j'ai cru que... Voilà, j'ai commencé à écrire très jeune, vers 15 ans, des nouvelles. Bon, sans intérêt, il faudra que je les brûle un jour d'ailleurs, elles doivent être quelque part. Et puis j'ai renoncé à un moment donné parce que voilà, j'étais tombée sur Kafka, Homer, Borges et je me disais waouh, ça j'attendrai jamais. Donc il y avait Woolf, tout ça, j'avais une espèce de chape de plomb au-dessus de moi et c'était impossible d'atteindre ce genre de livres que j'adorais. Et puis, voilà, les années ont passé et un jour, l'écriture s'est imposée, enfin l'écriture de Brune Platine en l'occurrence, s'est imposée. C'était parti d'une idée. Je sais bien qu'on n'écrit pas un roman avec une idée, mais en fait, si, quand même. C'était parti de l'idée de qu'est-ce que fait une femme. Comment une femme plutôt peut attendre 20 ans l'homme qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle fait de son désir pendant ce temps-là? Je pensais à évidemment Pénélope qui attend 20 ans le retour d'Ulysse. Et je me disais à l'époque contemporaine, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que à l'ère des réseaux sociaux, qu'est-ce que peut faire une femme de son désir lorsqu'elle attend l'homme qu'elle aime? Est-ce qu'elle attend paisiblement sur une toile et voilà, je suis partie sur la toile numérique, etc., etc. Et c'est comme ça qu'est née Brune Platine et puis ça s'est imbriqué après avec le cinéma, la cinémathèque, tout ça. Mais et c'était vraiment un peu comme une voix qui surgissait dans ma tête, des mots, une urgence d'écrire en fait. Enfin, il y avait vraiment une sorte de caractère impérieux, une sorte d'urgence d'écrire. Et pour s'abandonner, ça a été aussi la même urgence, le même cheminement. C'est vraiment les voix de femmes sont arrivées au fur et à mesure. Alors, ce qu'on a dans la tête, c'est souvent bien plus parfait que quand on écrit. Hein. Mais voilà, elles ont surgi et je me suis mise à écrire. Et puis, ça s'est mis en forme au fur et à mesure des années. Hein. Je pense qu'il m'a fallu 3 ans et demi, presque 4 ans hein, pour celui-là, celui d'avant aussi.
je suis assez lente. Donc voilà un peu comment ça s'est manifesté. Après, j'écris tout le temps, puisque j'écris aussi sur le cinéma, beaucoup. Mais l'écriture de fiction, c'est un autre domaine. Enfin, ça se travaille différemment, ça surgit, oui, j'ai tendance à dire surgit, de manière assez différente. C'est moins intellectuel, c'est plus sensoriel. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Voilà. Alors, c'est plus sensoriel, mais c'est donc un exercice totalement différent. Est-ce que vous avez une préférence? Comment vous arrivez à varier justement les romans, les essais sur des thèmes totalement différents? Là, vous parliez de Brune Platine, pardon, sur le désir. Là, pour le coup, avec S'abandonner, on est tout l'inverse, puisqu'on est sur le thème de la rupture. Comment vous arrivez à voyager entre ces différents thèmes, ces différents essais? Bon, déjà, j'ai toujours eu le désir très jeune, très petite d'être écrivain. C'était un truc comme ça, une espèce de fantasme. Donc l'écriture a toujours été vraiment très importante pour moi. Comment est-ce qu'on navigue? Je pense que S'abandonner parle aussi beaucoup de désir en fait, mais justement le désir de, après une rupture, comment est-ce qu'on repart, comment est-ce qu'on se reconstruit, comment est-ce qu'on désire encore, comment est-ce qu'on a encore de l'élan vital pour aller vers autrui, rencontrer quelqu'un d'autre éventuellement, ou même juste continuer à s'aimer, en fait, continuer une fois qu'on a été laminé, détruit, plongé dans un trou noir, parce que la rupture vous fait vous sentir à peu près moins que rien. Et comment est-ce que le désir vient se réintroduire, réimmiscer là-dedans? Donc, je pense que ça parle tout autant de désir que Brune Platine. Et ouais, je conçois mon écriture de fiction plutôt comme quelque chose enfin, qui fait appel au sens et à la sensualité. Et après, comment est-ce que je sépare? J'en sais rien. Je ne sais pas si je sépare. Enfin, dans ma tête, oui, je cloisonne, puisque quand j'écris quand j'écris un essai ou sur le cinéma ou sur la littérature, ça fait un moment que je n'en ai pas écrit, mais je continue à écrire sur la littérature, ne serait-ce qu'à commenter des textes. Quand j'écris sur la littérature, eh ben, je fais appel à des domaines intellectuels, de stylistique, ou quand j'écris sur le cinéma, à des domaines techniques, d'analyse d'une séquence ou autre, ou à ce que je vois dans le cadre, dans le plan. Voilà, et j'écris à partir de là. J'essaye aussi d'avoir une écriture assez sensorielle et poétique, mais elle fait appel à des domaines aussi techniques. Donc, c'est pas Vous, tout à fait la même chose. Voilà, je vous sais laissez pas. quand même, vous vous laissez quand même un peu plus aller, j'imagine, dans la littérature. Oui, Clairement, ah oui. Enfin, laisser aller, je ne sais pas si on se laisse aller, mais oui, enfin, c'est pas la même chose. Et surtout, on n'emprunte pas le même matériau. Dans littérature, le matériau, enfin, quand j'écris de la fiction, le matériau, il est quand même toujours intime. Moi, j'écris pas d'autofiction. Enfin, j'ai pas ce rapport-là parce que j'ai besoin de distance, en fait, avec ma vie. Mais en même temps, je pense pas, je sais que je vais puiser dans mon intimité, je vais puiser dans ce qui m'est arrivé, dans mes expériences, et j'essaie au maximum de le mettre un petit peu à distance en inventant des personnages qui ont des accointances ou des rapports avec des gens que je connais. Mais voilà, c'est quand même, il y a une espèce de frontière, de barrière. Alors que lorsque je travaille sur un domaine, enfin sur le cinéma ou sur la littérature, je pars d'un matériau qui est autre, qui résonne dans mon intimité, parce que c'est des choses qui me plaisent, mais c'est quand même, le domaine d'un autre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais... Si, parfaitement. Okay. Stéphanie? Oui, bonsoir. Bonsoir.
bonsoir. Alors, puisqu'on a l'éditeur et donc l'auteur, même si je n'ai pas lu votre dernier roman, Séverine, mais est-ce que vous diriez que tous les deux qu'il existe comment dire, une écriture cinématographique, c'est-à-dire, puisque votre maison d'édition, elle cherche quand même à allier deux arts, la littérature et le cinéma, est-ce que ça veut dire aussi que du point de vue de l'écriture, on reconnaît tout de suite la patte d'un auteur qui a une vision particulière, quasiment cinématographique? Est-ce que ça s'écrit d'une certaine façon quand on est donc l'auteur? Voilà, et est-ce que vous avez comme ça en tête des auteurs qui seraient pour vous absolument cinématographiques dans leur écriture? Je te laisse répondre parce que je ne suis pas sûre qu'on ait la même réponse. Ouais, c'est une question très très complexe. Si on prend Parce qu'on l'entend souvent, ça. On entend souvent les auteurs ont une écriture cinématographique, c'est souvent galvaudé. Donc la question oui, est voilà. intéressante. Si on prend ce qui est facile et plus facile de parler de la naissance du cinéma que de la naissance de l'écriture, parce qu'elle est plus documentée. Mais prenons par exemple Griffiths, dont certains films comme Intolérance ont été très contestables du point de vue du racisme notamment, mais qui est un des plus grands inventeurs, pourvoyeurs de langage cinématographique. Il a inventé la moitié du langage. C'était un ancien employé de librairie, si je ne dis pas de bêtises, c'était un immense lecteur. Les techniques qu'il a appliquées au cinéma, il les a empruntées à la littérature. Donc, c'est une anecdote, mais on peut aussi considérer que James Joyce, se souvenir que James Joyce, qu'est-ce qu'il faisait à Dublin? Il a monté le premier cinéma d'Irlande, Joyce, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas de Dublin. Donc, les rapports entre littérature et cinéma, c'est un peu le cinéma, l'écriture cinématographique, du montage, etc., vient en immense partie de la littérature. Donc, dire que des gens ont une écriture cinématographique, oui, c'est en même temps juste parce que le cinéma, en tant que langage, c'est-à-dire, a évolué à son propre rythme, assez vite. Il y a eu des années 40, même des années 30, naissance, émergence d'un cinéma qu'on peut qualifier d'expérimental, avec la première avant-garde française, Buñuel, tout ça. Plus tard, avec le cinéma expérimental américain, Maya Deren. Donc, là, si on parle de langage, très rapidement, le cinéma a évolué très très vite. Il a une vie propre en tant que langage et il est allé dans des zones que la littérature peut forcément, peut-être en tout cas, n'avait pas explorées. Et d'une certaine manière, le montage, en tout cas, a inspiré à son tour des écrivains dont la seule culture peut-être était, qui avait peut-être plus une culture cinématographique que littéraire, c'est-à-dire que ce qu'ils apprenaient comme rapidité, efficacité du récit, montage, peut-être que je sais pas, peut-être que James Ellroy, par exemple, qui du point de vue du montage de ses bouquins, est un génie. Bon, c'est aussi un grand amoureux de films noirs, époque classique. Peut-être que le cinéma, enfin c'est même sûr, le cinéma a une grosse influence sur l'écriture et sur les romans noirs, en tout cas du premier quatuor d'Elroy. Donc c'est une question extrêmement complexe, mais si tu veux peut-être donner... Moi, en fait, je pense que c'est souvent un cliché parce que, en fait, l'écriture cinématographique, souvent, on associe ça un peu à un scénario et écrire un scénario et écrire un roman, c'est pas du tout pareil. Et c'était bien un des problèmes d'Hollywood lorsqu'ils se sont mis à employer une quantité d'écrivains pour écrire des scénarios pour Hollywood, de Tennessee Williams, Faulkner, Chandler. Ça s'est très mal passé toujours parce qu'en fait, ça ne fait pas du tout appel à la même chose et il faut une certaine efficacité en termes d'écriture scénaristique. Après, c'est un peu discutable, ça dépend des cinéastes. Hein. Mais je pense que c'est pas tout à fait la même écriture. Moi, ce que j'aime dans l'usage cinéma et littérature, c'est utiliser le cinéma un peu comme un matériau
comme quand la littérature est intertextuelle et qu'elle se sert d'elle-même comme son propre matériau, hein, chez Borges par exemple, je trouve que utiliser le cinéma comme matériau d'écriture, comme matériau mais proprement littéraire, c'est fascinant. J'aime bien ce que fait Olivia Rosenthal dans Toutes les femmes sont des aliens, ou la recherche de Barbara Loden qu'a pu faire, son nom va m'échapper là, Nathalie Léger. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Prendre le cinéma pour objet, ou même lorsque Joyce Carol Oates a pris Marilyn Monroe et qu'elle a écrit son Blonde et que elle en a fait une sorte de mythologie, Marilyn. Voilà, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse que l'écriture enfin, penser qu'une écriture peut être cinématographique juste parce qu'elle est visuelle ou parce qu'on visualise. A priori, lorsqu'on lit Zola ou Balzac, on visualise. Enfin, je ne sais pas vous, mais lorsque vous lisez à peu près n'importe quel roman du 19e ou 17, enfin, on parle souvent d'écriture cinématographique pour des romans contemporains, alors qu'en fait, je ne sais pas, quand vous lisiez Balzac, que vous étiez plus jeune, ou maintenant, hein, il faut continuer à lire Balzac, vous imaginez les personnages, enfin, vous voyez Paris à l'époque et tout ça, enfin, vraiment, je ne sais pas, je pense que c'est un peu un cliché facile, en fait. Voilà. C'est mon idée. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que l'écriture cinématographique, je suis entièrement d'accord avec vous, n'est pas forcément l'apanage des romans contemporains. Ça, surtout du XXIe siècle. Bref, S'abandonner, c'est véritablement cette histoire de ce réalisateur qui va interroger des femmes dans des cafés, qui va recueillir leurs témoignages, pardon, et c'est véritablement quelque chose d'intime. Pour le coup, pourquoi avoir choisi un homme, ce qui était une difficulté supplémentaire, puisque on aurait mieux vu en effet une femme pour recueillir ce genre d'intimité, de propos intimes. Pourquoi ce choix d'homme? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que ça s'est imposé à vous? Et pourquoi cette idée justement de recueillir des témoignages sur la rupture, sur les expériences de rupture? Alors, le choix d'un homme, ça s'est imposé à moi, d'abord, dans un premier temps, parce que le début et la fin sont arrivés très vite. Et la fin a changé entre-temps d'ailleurs. Mais en même temps, je voulais cette distance aussi parce que, comment dire, ça renvoie aussi à l'espèce d'universalité de ce que l'on ressent tous finalement dans une rupture, qu'on soit un homme ou une femme. C'est Barthes qui dit qu'on est balancé dans un trou noir un peu comme un vaisseau spatial éteint. La rupture, c'est cette espèce d'état dans lequel on existe à peine, on répond plus de soi, on a été presque effacé de la carte par l'autre, hein, celui qui vous a quitté par exemple. Hein. Bon, après, il y a aussi des ruptures dans lesquelles on quitte, mais finalement, cette espèce d'universalité de la douleur, qu'on soit homme ou femme, on la ressent à peu près de la même manière. Maintenant, les voix de femmes, elles, vont parler quand même de sujets proprement féminins. La question de porter un enfant ou d'avortement ou de choses qui renvoient plutôt à des questions oui, typiquement de femmes. Mais moi, c'était un choix, je pense, aussi personnel, hein, pour mettre à distance aussi la mienne de rupture. Donc, ça me permettait d'en parler sans me mettre en scène moi aussi, sans doute. Hein. Parce qu'on a aussi ce réalisateur qui doit gérer cette rupture au départ. Donc c'est ça, cette mise à distance où vous vouliez justement vous mettre dans la peau d'un homme pour éviter tout cela, pour éviter de vous Oui, mettre…
Oui, puis parce que cette mise à distance, c'est aussi ce qu'il cherche, en fait, c'est pas tant parler, il en parle très peu d'ailleurs de sa rupture à lui, on a très peu d'informations. C'est surtout aussi comment se reconstruire, comment rebondir, comment repartir, comment désirer à nouveau, comment exister, comment aimer, comment s'abandonner, donc de nouveau quand on a été abandonné, en fait, comment laisser la vie gagner malgré cette mort qui rôde, parce que voilà, il y a aussi la tentation du suicide hein, dans ces moments-là. Enfin, donc comment cette vie qui s'agglutine en nous et qui nous force enfin, qui nous donne envie ou l'élan de repartir, comment ça existe, faire parler un homme, c'était pour moi une nécessité. Et puis après, peut-être que, à tort d'ailleurs, à tort, je le dis, lorsque j'ai fait des études de lettres, je me souvenais d'une de mes profs qui, je ne sais plus si c'est quand on travaillait sur, je pense que c'était, on travaillait sur Woolf, et elle disait que c'était dommage, aucune femme en fait enfin, très rarement les femmes faisaient parler un homme alors que Flaubert s'était mis dans la peau de Madame Bovary, etc. etc. Bon, elle trichait un peu parce qu'il y a quand même pas mal de femmes qui ont écrit aussi en faisant parler un homme. Mais voilà, c'était une sorte de gageure aussi, de faire exister une voix d'homme et puis de les mettre en rapport ensemble. Comment est-ce qu'on trouve une solution pour désirer, voilà, pour s'abandonner. D'ailleurs, ce narrateur n'est pas nommé. En tout cas, il me semble pas avoir vu. Il n'est pas nommé. Ça aussi, ça fait partie de cette mise à distance claire et évidente que vous vouliez. Oui, je voulais qu'il ne soit pas nommé. En fait, comme les voix de femmes qu'il va chercher ne sont pas nommées. Ses amis sont nommés. Il se retrouve presque sans domicile fixe. Hein. Il se retrouve, enfin pas presque, il se retrouve sans domicile fixe. Elle le quitte et elle lui fait déserter le terrain. Et donc, il va d'appartement en appartement, des amis qui lui prêtent des clés, tout ça. Et donc, ses amis les nomment. Il rencontre, il y a des gens qui l'aident en fait sur son chemin. Il croise aussi une femme, enfin plusieurs femmes qui sont nommées, qui ont un peu d'importance, un peu de corps dans le livre, mais je voulais aussi que ce soit très, enfin, c'est mon intention, hein, que ce soit très travaillé poétiquement. Donc, lui, il était comme les voix de femmes. C'était juste une voix aussi. Il portait une voix. Voilà. Mon idée. Et ça l'est. Poétique, ça l'est. J'ai véritablement adoré ce livre. Pour le coup, vous mettez des petites... en fait, votre écriture, elle est très fragmentaire, véritablement, ouais. Puisqu'il y a ces moments avec les rendez-vous avec ces femmes-là, ces voix, comme vous les appelez, dans des cafés. Pourquoi des cafés? Pourquoi avoir choisi ce lieu-là? Et ma deuxième question est également plus pratique, puisque je vous ai vu déclamer vos textes devant des cafés et des restaurants fermés. Pourquoi cette initiative que je trouve fabuleuse et extrêmement poétique? Qu'est-ce qui a... Alors, pourquoi ce déclenchement? il y a eu plusieurs choses. Alors, pourquoi des cafés? Il le dit un peu parce qu'il cherche un lieu où recueillir ses voix, en fait. Et bon, il n'a plus de lieu pour lui. Il ne peut pas les accueillir chez lui. Il tente la première voix, il va la chercher chez elle. Et là, il se rend compte que c'est périlleux pour lui, pour elle. Enfin, il y a quelque chose, vous lirez, il y a quelque chose qui se crée et qui fait rentrer dans une intimité dans laquelle il n'a pas envie en fait de rentrer complètement. Il veut aussi cette distance. Il veut juste recueillir une parole, un instant en fait. Il recueille des instantanés, un moment qu'elle raconte, et il s'en tient à ce moment-là. Il ne veut pas les faire exister plus que ça en fait. On ne sait même pas comment elle s'appelle, donc on les voit arriver, repartir, mais il y a juste leur voix. Et leurs instants de douleur
ou un moment de leur vie de couple dont elles ont envie de parler. Et j'ai perdu la question. C'était par rapport au… Ah oui, pourquoi les cafés? Les cafés, c'était cette idée aussi d'aller dans un lieu très vivant, où il y a beaucoup de bruit, où la vie s'agglutine un peu. Et Je vais chercher maintenant. tu t'en occupes? Une petite seconde. Une sieste tardive. Les aléas du direct. Et donc, finalement, c'était cette idée que d'aller dans un lieu où il y a du bruit aussi, où ça vit à côté, où les gens échangent à côté, parlent. Donc, c'était un peu tout cet écho-là dont il avait besoin, un écho de vie, cette rupture. Il ne veut pas vraiment en entendre parler, il veut continuer, aller de l'avant, exister. Et entre le chat et le petit. Et ici aussi, il y a de Vous êtes courageuse, vous êtes courageuse. Et donc, et pourquoi lire devant les cafés? Parce que une des grandes frustrations, moi j'étais soumise à la double peine, effectivement, une espèce de double frustration, parce que l'année dernière, en sortant du confinement, j'ai publié Tennessee Williams, L'écran sauvage, sur le cinéma de Tennessee Williams. Enfin, les films qui ont été adaptés de Tennessee Williams, de l'œuvre de Tennessee Williams. Et la vie reprenait un petit peu, mais j'ai été invitée à la Cinémathèque de Toulouse, à Villeurbanne, tout ça. Bon, tout s'est annulé puisque les cinémas ont fermé. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment pu porter ce livre comme je voulais. Alors, bon, il y a des choses qui vont se faire l'année prochaine sans doute, mais bon, voilà, bref. Là, je sors ce livre, on est dans une situation un peu meilleure, mais pas tellement non plus. Et les cafés sont fermés. J'avais envie, en fait, d'aller, j'en avais parlé à Pierre Julien, j'avais envie d'aller dans des cafés pour lire un peu des extraits comme ça, spontanément, voir ce que ça donne, si ça, comme une espèce de happening. À un moment, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il a une amie comédienne et il lui demande de se servir de ses voix et d'en faire une sorte de spectacle. Donc, j'avais envie un peu de ça. Puis j'ai une sœur qui a été comédienne, donc c'est un milieu que je connais et voilà, que j'aime bien. Et j'ai sillonné des villes du sud de la France avec elle et ses troupes d'amis quand ils faisaient des spectacles de rue. Donc voilà, c'est un milieu que je connais un peu. Et comme les cafés étaient fermés, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller lire devant les cafés. Et voilà, et Actualité, du coup, m'a téléphoné, m'a dit c'est génial. Donc, ils ont fait un papier. Bon, voilà. Et il y a quelques gens qui viennent, comme je le diffuse sur les réseaux sociaux, justement. Il y a des gens qui viennent et qui écoutent et c'est assez passionnant. Voilà. Enfin, et l'autre jour, donc, il pleuvait, il y avait très peu de public, comme vous vous en doutez. Ils étaient avec un parapluie, donc voilà. Et en fait, il y a 2 personnes retardataires, dont un ancien élève à moi d'Angoulême, pour dire, qui sont arrivés. Ils m'ont vite envoyé un message. Je devais partir à la gare, enfin, partir donner des cours, justement. Et ils m'ont dit, on t'amène à la gare et tu nous fais la lecture dans la voiture. C'est ce que j'ai fait. C'était très drôle. Enfin, voilà. Je dirais même que ça fait partie d'une volonté que tu as, quand les choses sont grises, etc., de réenchanter le monde, quoi. Ouais. C'est un chapitre dans ton Williams de la magie avant toute chose. Remettre un peu de magie. Les cafés sont fermés, c'est pas grave. On va faire quand même et on va pas… Voilà, c'est une attitude… Ouais, j'aime bien que… Attitude très courageuse, déjà. Parce que se porter devant un public et lire son texte, je trouve ça extrêmement courageux. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'auteurs aient réussi à faire ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui préfèrent effectivement qu'il y ait
Et c'est bien aussi qu'il y ait des comédiennes ou des comédiens qui lisent. Il y a des auteurs qui disent que, je connais un qui m'a dit un jour, l'écrivain est souvent le moins bon lecteur de son texte. Et ça se défend tout à fait comme point de vue. Et en même temps, bon, il y a des auteurs qui effectivement ne sont pas... Puis il y a des auteurs, je pense à un auteur, Sébastien Spirou, quand il lit ses textes, c'est magique. C'est des instants, l'impression que le temps s'arrête, on est perdu dans sa voix. Il y a des auteurs qui sont par contre de très loin leurs meilleurs lecteurs parce que, voilà, enfin, il n'y a pas de règle, quoi. Mais, pardon. Non, mais c'est ça. Voilà. J'avais envie de réenchanter ce monde morose. Enfin, je pense aussi qu'on arrive à une espèce de degré de lassitude et j'avais envie de respirer, d'envol. Voilà. Et comme on ne peut pas faire de rencontres en librairie, en fait, j'ai fait une rencontre en live aussi. C'était très bien, hein, c'était formidable. Je suis très contente. Je remercie Jérémy, le libraire, et Candice. Et c'était super sympa. Mais voilà, on n'a pas la rencontre avec le public, enfin, avec le public, les lecteurs, enfin, des échanges et tout ça. Il n'y a plus. Donc, du coup, je me suis dit, je vais provoquer la rencontre. Et bon, ça s'est fait un petit peu. Il y a des gens qui se sont arrêtés. Bon, on m'a pris pour une actrice, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors justement, on n'est pas un bar fermé ni un restaurant fermé, mais j'aimerais beaucoup vous écouter lire un premier extrait. Eh bien, j'y vais. Alors, je lis le premier chapitre déjà. Le cahier des charges était plutôt laconique, d'une indigence crasse en fait. La rupture de l'Antiquité à nos jours, on m'avait balancé une vague notule tartinée au baratin avec un titre qui revenait à chaque page, Les héroïdes. Ovide, je crois. Mon premier mouvement avait été de refuser. Je sortais moi-même d'une rupture passablement amochée. Pourquoi me replonger dans l'état léthargique dont je peinais à m'extirper ? Il y avait bien une raison, le fric. J'en avais drôlement besoin. Depuis la rupture, je trimballais ma carcasse d'appartement en appartement, des amis m'offrant leur canapé pour une nuit ou deux. J'étais presque sans domicile fixe, avec pour seul bagage une caméra, un peu de matos, une valise de bouquins, un vieil ordi et un sac de jute contenant 3 fûts, quelques slips, 2 t-shirts et 3 pulls. Elle m'avait rhabillée pour l'hiver. La rupture, je pouvais en parler, moi. La dérouler avec acrimonie, colère et rage rentrée, une hache serrée entre les dents pour laisser couler mon venin entre les brèches. Mais composer dessus, écrire un documentaire, me remettre à la tâche après ces mois désertiques, abandonnés aux 4 vents, au vent des autres, aux odeurs amères des appartements endormis qui, lorsque j'ouvrais certains placards, me sautaient à la gorge. Ça sentait le couple, l'union suave, les vestes savamment repassées, les escarpins bien alignés qui faisaient cuire ma blessure, la salle de bain et ses shampoings au design reluisant. L'idée était idiote et surtout, elle faisait affreusement mal. Sans doute aurais-je dû confier cette besogne à d'autres. Dans le canapé-lit, le soir où j'ai accepté, après avoir acheté les fameuses héroïdes, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait faire, interroger des femmes, utiliser leur voix, en les faisant dialoguer avec les héroïnes antiques, toutes ces voix endeuillées abandonnées à la terre gaste. J'aimais bien l'expression « voix endeuillée ». Persuadée d'avoir trouvé là une perle, je la tapais sur mon moteur de recherche et trouvais aussitôt une référence, un essai. Nicole Laureau, Les voix endeuillées, essai sur la tragédie antique. Et en le feuilletant au Luxembourg sur une chaise en plein soleil hivernal, je tombais sur cette phrase « Une femme est ainsi faite qu'elle charme ses ennuis en les ayant sans cesse à la bouche. » C'est de là qu'il fallait partir. Restait à les trouver, ces femmes, les choisir, circonscrire un lieu capable d'accueillir leurs paroles meurtries. J'aime bien les cafés, mais c'est bruyant, les cafés. Comment capter l'intime dans tout ce tumulte ? Un studio ne me semblait pas idéal non plus. J'ai envisagé les parcs. Une rupture, c'est un peu un deuil. Il faut un lieu de recueillement qui ne soit pas non plus un cimetière, car la vie s'agglutine en nous. Elle attend la suite, l'après, le moment où l'on reprendra le dessus, où l'on sera plus fort que tout ce qui nous rompt. Le corps en miettes aspire à se recomposer et le cœur cherche, lui, les morceaux à recoller. Chacune à leur tour devant ma caméra, elle viendra exposer l'ampleur des dégâts, la peine, les plaies,
le chagrin qui ne passe pas. J'étais loin d'imaginer que cette douleur qu'elle calmait en l'ayant sans cesse à la bouche était si poétique, si nécessaire. Voilà, c'est le premier chapitre. Merci, merci. C'est vrai que dans ce premier chapitre, on voit déjà tous les enjeux du livre. Oui. Véritablement, vous frappez fort d'entrée. Et justement, par rapport à Pierre-Julien, j'aimerais avoir vos avis tous les deux à la façon dont vous avez travaillé ensemble, comment vous avez édité le texte de Séverine, qu'est-ce qui vous a charmé dans ce texte-là? Quelle est votre relation éditeur-auteur? Ce qui m'a charmé, avant tout, moi, je commence à connaître mes auteurs, donc je sais ce qu'il y a dans le texte. Et puis, chez plusieurs auteurs que j'ai édités plusieurs fois, je commence à savoir aussi qu'est-ce qui se cache, je connais parfois un petit peu derrière les coulisses. Donc, je suis de plus en plus touché. C'est le plaisir d'un éditeur quand il suit, même d'un lecteur aussi, qui peut deviner, quand il suit une œuvre, qui peut deviner des choses. Donc, ce qui m'a charmé, ça m'a plus que charmé mais déjà, le style, je veux dire, chaque mot est pensé, chaque phrase est écrite. Il n'y a pas de phrase. Toutes les phrases sont incarnées. Elles ont été écrites par Séverine. Quelqu'un d'autre les aurait. Voilà, c'est pas une littérature passe-partout, si vous voulez. C'est une littérature vraiment affirmée, incarnée. Le travail d'édition sur ce texte, ça a été de tailler, en fait, de couper tout ce qu'on pouvait couper. Taillé à l'os, quoi. Ça a été ah tiens, ce mot là, est-ce que tu es sûr, ce bout de phrase là, est-ce que tu es sûr qu'on peut pas s'en passer, regarde le rythme, ou peut-être regarde le rythme de cette phrase, écoute là, regarde, il y a un truc qui cafouille là, on va voir, ah oui, machin, ah non, c'est bien comme ça. Ça a été le texte était quasiment prêt à éditer, mais on a passé du temps sur les détails, en fait, sur ce qu'il y a cette virgule là, non, faut couper cette virgule. Là, le rythme est un peu moins bon. Regarde ce que tu peux faire. À toi. Ouais, moi je remercie beaucoup Pierre-Julien parce que en fait, j'ai fini ce livre pendant le confinement. Je croyais que j'en avais encore pour 1 an et puis elle a été terminée. J'ai fini ce livre pendant le confinement et quand je lui ai donné, il manquait encore quelque chose, un ou deux passages qu'il fallait retravailler. Il manquait voilà, des petits bouts. Et ouais, vas-y. Il manquait encore des petits bouts. Et en fait, il m'a laissé reposer le texte. C'est quelque chose que dont Paul Valéry parle beaucoup. Cette idée que le texte doit se poser à un moment donné. Il ne faut pas y toucher. Enfin, il faut le laisser tranquille. Et après, on y revient autrement, avec un autre regard. Et ce moment-là, quand je suis revenue au texte, j'ai vu tout ce qui manquait, tout ce qui n'allait pas, notamment, il y avait beaucoup plus de voix de femmes, en fait, et lesquelles il fallait enlever, parce que ça étouffait le texte, il y en avait trop, ça allait aussi... je ne pense pas nécessairement au lecteur, mais même à moi en tant que lectrice, en fait, lorsque je le lis, je me dis, au bout d'un moment, voilà, en termes de rythme, il y en a trop. Il y a trop de voix de femmes et on n'arrive pas à une autre narration que cette histoire de voix de femmes, puisque ça passe à autre chose à un moment donné. Et donc, voilà, il m'a laissé poser le texte et ça a été vraiment crucial. Et effectivement, aussi, ce travail de coupe m'a suggéré un adjectif, un adverbe par-ci, par-là. Il m'a dit, tout ce qui n'est pas primordial, tu coupes. Et vraiment, tout ce travail de coupe, de taillage d'une certaine façon, tailler le texte et lui permettre d'être, oui, à l'os. Ça a été assez magique parce que voilà, lorsque je le relisais, j'avais l'impression d'être à distance vraiment de ce texte et ouais, c'était assez merveilleux. C'est très important
d'avoir du temps pour laisser reposer et se Ouais. séparer même moi en tant qu'éditeur, c'est-à-dire j'ai besoin parfois d'oublier le texte de moi pour le relire avec un regard neuf. Parce que quand on est trop dans le truc, quand on est trop dans le texte, on finit par plus rien voir ou par s'attacher à un détail. Il y a besoin de se nourrir avec d'autres choses, d'oublier le texte et puis de reprendre. Ouais, Et là, de on voit des revenir. petits défauts qu'on n'avait pas vus avant. Voilà, le temps, c'est quand on l'a, parce qu'on ne l'a pas toujours. Enfin, si en littérature, Enfin, on en n'est jamais littérature, on l'a. Hein. vraiment pressé, contrairement parfois aux essais. Les essais, parfois, il faut avancer un essai parce qu'il y a tel événement qui va permettre de mieux promouvoir le livre On dont laisse on poser avance. quand même. Mais il faut laisser poser aussi. Voilà. Dans le roman, j'ai trouvé que vous désacralisiez tout simplement le thème de la rupture, que vous associez, qu'on associe de manière générale aux larmes, au côté un peu larmoyant. Et vous Ouais. le dites dans le livre, justement, là, pour le coup, vous l'associez davantage à un moment un petit peu plus profond et quasiment même à un retour de la société. J'ai trouvé ça un retour à la société après avoir été abandonné. Je considère même ça comme un parallèle, pardonnez-moi si ce n'est pas le bon terme, mais un parallèle avec une sortie de prison, en réalité, où on doit se Ouais, réintégrer dans ouais. une société, dans le sens où quand on a une rupture, quand on connaît une rupture, on est souvent mis à l'écart par ses proches, par ses amis, ou parfois dans l'autre Ou sens, soi-même, on peut soi-même. s'enfermer. Enfin, Ouais, c'est mais ça. sur la sortie, oui, il y a une forme d'enfermement. Dans la tristesse, il y a aussi, enfin, Oui, non, mais c'est mais vrai, pendant quand complètement. ce qui est bien, ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde a vécu a priori une rupture, ou beaucoup de gens. Donc, beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans des choses qu'ils ont vécues. Mais c'est vrai que quand on sort d'une rupture douloureuse, on s'enferme souvent c'est ce que tu dis très bien, dans une nostalgie, dans une mélancolie. Ouais, ouais, Et ouais. il y a une forme, c'est pour ça que votre métaphore de la prison est bonne. On est une espèce de truc sorti de. Voilà, il faut se réadapter, reprendre vie, reprendre goût à la vie, oublier sa tristesse, chasser tout ça. Oui, alors, et puis l'idée des larmes, en fait, c'est vrai que curieusement, on associe toujours ça aux larmes, mais en fait, quand on subit une rupture, souvent, c'est un vrai choc. Et les larmes, elles mettent du temps à venir, en fait. Enfin, souvent, on est sec devant la rupture et on est en état de choc pendant. Enfin, vraiment, moi, ce que j'ai entendu aussi comme témoignage autour de moi, hein, il n'y a pas que moi, mais il y a cette espèce de truc qui vous ramène à une sorte de sécheresse aussi du corps. Hein. Le corps aussi devient sec et le personnage parle de sa peau qui desquame aussi, hein, c'est-à-dire que ça se manifeste jusque dans l'épiderme. Enfin, la rupture, elle vous cause un tel, enfin, c'est un tel séisme d'une certaine façon que votre corps aussi manifeste sa souffrance, mais d'une autre manière que nécessairement les larmes, qui sont presque une libération en fait, les larmes. Là, c'est plutôt cette espèce d'état de destruction de soi, de son corps, de sa représentation aussi. Et du coup, en effet, c'est comme une bouée de sauvetage pour lui, ce documentaire qu'on lui demande de faire. Au début, il ne veut pas y toucher, tout ça. Et puis, en même temps, c'est ce qui va lui permettre d'aller vers les autres à nouveau, d'oublier sa rupture en passant par celle des autres, soit, mais quand même d'oublier la sienne et d'essayer de se raccrocher à quelque chose. Voilà. Qu'il n'est pas seul, comprendre qu'il n'est pas forcément isolé. Oui, il n'est pas seul, il a pas mal d'amis qui l'aident, mais il se retrouve quand même à la rue un peu. Donc oui, il a pas mal d'amis qui l'aident, qui Alors, lui donnent un gîte. non, je disais plutôt pas seul dans le discours, justement, par rapport Ah à la oui, rupture. oui, Voilà. oui, bien sûr, oui, oui. Il y a un écho, effectivement, avec, même s'il n'a pas vécu effectivement les mêmes choses que ces femmes-là, mais il y a un écho dans la douleur. Enfin, oui, une universalité de la souffrance. Oui.
J'aimerais savoir tous les deux si vous deviez, c'est une question terrible pour vous et notamment pour Pierre-Julien, mais si vous deviez choisir deux livres dans le catalogue qui permettraient d'entrer chez Marest de manière... alors peut-être choisir un livre pour des fans de cinéma et un livre pour des non-fans de cinéma. Évidemment, les livres de Séverine sont possibles, mais s'abandonner de toute manière, il faudra le lire, donc on va l'exclure pour l'instant. Mais, mais peut-être deux livres qui permettent d'entrer dans le catalogue. Parce que tout le monde n'est pas fan de cinéma. Je ne peux pas. Il Il y a des livres, je ne vais pas dire que j'aime tous les livres que j'ai publiés autant, mais il y en a quand même beaucoup que j'aime également et toute manière de les départager serait. C'est horrible comme demande. C'est un peu. Je sais. C'est une métaphore que c'est pas toujours le cas, mais quand il y a une relation vraiment vertueuse avec un auteur, je dis parfois c'est un peu comme une femme qui arrive, qui a une grossesse de 8 mois et demi, et moi je suis là pour aider à accoucher, quoi. Et donc j'ai un rapport intime avec beaucoup des livres que j'ai publiés, et même pour entrer dans le catalogue, il faut tous les lire, quoi. C'est simple. Non, mais je peux pas. Je pourrais vous en citer, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que je suis quand même. Voilà, je peux pas les départager, quoi. Donc, ça veut pas dire qu'il faut exclure, hein, au contraire, hein, on peut non, tous les mais. lire, Non, mais en littérature, par exemple, il y a là, parallèlement à S'abandonner, il y a La mort de Masao, qui est publié par Didier Da Silva et qui parle d'un fantôme japonais, un jeune homme qui se suicide et qui devient un fantôme et qui regarde la douleur des autres, en fait, de ses proches, qui regarde ses proches. C'est extrêmement poétique, c'est très, très beau. Et voilà, il est paru là en situation un peu enfin, on n'est pas en confinement, mais un peu, oui, non, enfin, voilà, avec des librairies qui sont ouvertes, mais en même temps, on ne peut pas faire de rencontres, donc, ou si peu, c'est extrêmement compliqué. Puis les libraires sont frileux, et je comprends parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas faire venir grand monde, il y a des jauges et tout ça, donc c'est très compliqué. Donc voilà, j'avais envie un peu d'en parler puisque Pierre-Julien publie 2 livres de littérature par an, donc c'est l'autre, voilà. Et puis un livre qui a pas eu la reconnaissance qu'il devrait, à mon sens, c'est Pierski l'Enchanté de Sébastien Smirou, qui est un roman, enfin un récit de cure, un peu. Enfin, c'est présenté comme ça, mais en fait, c'est magnifique. Et c'est l'histoire de... Je dis mais ce n'est pas une opposition, j'ai mal utilisé mon terme. C'est magnifique et c'est l'histoire d'un homme, Pierski, qui revient un peu sur le rapport à sa mère, à la maternité. Donc, c'est un livre qui réfléchit sur l'enfance, sur l'allaitement, sur la manière dont on a été nourri par nos mères. Et je ne sais pas si j'en parle très, très justement là. Si, sauf que c'est un faux récit, c'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais j'ai publié de ce Pierski un essai sur la chanson chez Moretti qui s'appelle Chant contre chant. Un essai théorique de voilà, cinéma. Un essai théorique de cinéma. Et il a expliqué dans cet essai que ce Pierski était un patient de Sébastien Smirou, psychanalyste. Sébastien Smirou, qui est un auteur, un écrivain, un poète, qui existe vraiment et qui est vraiment psychanalyste. Qui est vraiment psychanalyste et qui est vraiment poète, qui a été publié chez POL notamment. Et Smirou explique qu'il a reçu le manuscrit de ce texte, de cet essai, chanson chez Moretti. Son patient lui a confié avec sa lettre de suicide. Il lui a dit voilà,
docteur, je vais disparaître. Je vous confie le soin de publier cet essai. Donc, j'ai publié l'essai de Pierski et après, Pierski l'Enchanté de Smyrou, où Smyrou raconte sa relation avec Pierski, ce patient qui a disparu. Sauf que Pierski n'existe pas, en fait. C'est un personnage de Sébastien Smyrou. Et que, en fait, d'une certaine manière, c'est une œuvre vraiment différente, très subtile, pensée dans ses moindres détails, en deux livres. Donc, c'est un texte assez incroyable. Pour n'en citer qu'un, mais c'est vrai que sur ce diptyque, qui est à la fois un essai sur le cinéma, sur la chanson, qui est préfacé par Thierry Jousse, qui était rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, très, très sérieux. Et cet essai, en pur essai de cinéma, il a convaincu beaucoup de critiques. Et le récit de cure, faux récit, donc, parce qu'en fait, c'est une œuvre romanesque, très, 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 très élaborée, tout a été pensé par Smyrou, fait de cet ensemble une espèce de truc, on n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, c'est en même temps, enfin, je n'ai pas toute ma concentration avec le PPT, mais enfin voilà, je ne sais pas comment. Il faut le lire, voilà. Il faut le lire, absolument. Mais tout le catalogue, hein, je vous l'ai dit. Alors, si je vais un petit peu biaiser ma question. Pour 2021, donc d'ailleurs, Séverine a dit tout à l'heure que vous ne publiez que 2 ouvrages de littérature par an. Oui. Là, pour le coup, donc c'est véritablement pour laisser une grande part aux essais de cinéma. Donc là, pour le coup, est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il va y avoir une plus grande part de littérature ou est-ce que c'est quelque chose qui, vous ne dérogez pas à cette règle et peu importe les projets que vous recevez? Non, ça ne va pas évoluer dans le sens où, par rapport à la taille de ma maison, je ne peux publier défendre aussi. Je ne peux défendre. Enfin, je pourrais, si vous voulez, publier 15 livres de 15 romans, mais là, ce que j'ai décidé, maintenant, c'est de publier donc deux textes de littérature par an, un par semestre. Tout simplement parce que je ne peux pas demander aux libraires ou aux journalistes de lire 2 livres de littérature mareste par semestre. C'est terrible, mais ils n'ont pas le temps parce qu'il y a énormément de publications en littérature. Donc, je pense que pour me servir au mieux les livres, leur donner le plus de chances possible d'être lus et défendus par les journalistes et les libraires, je ne peux pas, à ma taille, à mon échelle, faire plus. Non, et puis même vous devez vous en rendre compte en tant que blogueur. Vous recevez une masse aussi considérable, j'imagine, de romans. Comment vous faites un tri? Comment vous faites le... Et disons qu'en publiant un livre de littérature par semestre, je connais des de journalistes qui reçoivent 50 livres de littérature par jour, quoi. Donc, malheureusement, c'est un fait. On sait, dans certaines rédactions, il y a des camions qui passent toutes les semaines pour vider les services de presse. On ne sait pas où ils vont. Après, ils sont vendus. Et ouais, il y a des camions, des services de presse qui ne sont même pas ouverts. On est dans un truc de... On est peut-être dans un contexte de surproduction, en tout cas, on ne publie jamais trop de livres, mais par rapport à la réalité du lectorat et de la capacité aussi physique des librairies à accueillir sur leur table des nouveautés littérature ou de prendre les temps de les lire pour faire des coups de cœur, etc. De ce point de vue-là, on peut considérer qu'on a une forme de surproduction par rapport aux capacités du lectorat dans son ensemble d'accueillir, de jeter un œil à tout ça, des journalistes de les lire, des journalistes comme vous, je vous inclus dedans, et des libraires de les lire aussi et de les défendre. Donc, et ça, c'est pur pragmatisme de ma part. Si je pouvais publier plus, je le ferais, mais mon but, c'est aussi de défendre tout ce que je publie sérieusement. Et pour avoir les moyens je ne peux pas publier plus en littérature. En essai de cinéma,
C'est plus facile pour moi parce qu'il y a beaucoup moins de production en rayon cinéma qu'en rayon littérature, que les réseaux sont plus faciles à avoir. Les journalistes sont plus identifiés. Voilà, les journalistes sont plus identifiés. Je sais qui va pouvoir parler. Et c'est des gens que je connais. Tandis que bon, des critiques littéraires dans de grandes revues, même si on se connaît, leur demander d'ouvrir le livre, de le lire en entier, c'est presque, parfois, leur demander vraiment un gros service, quoi. C'est triste et j'aimerais que ce soit autrement, mais c'est ce que je constate assez fréquemment. Et ouais, moi, pour défendre sérieusement des livres de littérature, je ne peux pas faire plus de 2 pas. Et la crise sanitaire n'a apparemment donné aucune leçon à beaucoup d'éditeurs sur la surproduction. On a Non, vu mais que ça n'a rien changé. Non, et ça a même été triste un peu parce qu'il y a des auteurs qui avaient signé dans de très très grosses maisons que je n'aimerais pas, qui ont été Je m'en rappelle. rayés du planning. Alors, bon, pour un tel ou une telle, être publié chez tel éditeur, c'était consécration. Et bah, hop, tu disparais. Désolé, je ne suis pas reporté. Non, on ne publie pas finalement. Bon, c'est assez triste. Donc, il y a eu au bout d'un moment, avec tous les mois qui ont été perdus, bah, même si c'est 3 mois là, 2 mois là, machin, bah, disons que ça a été 2 mois, mais il y a eu énormément de retard dans la diffusion, etc. Bah, c'est des textes qui ont disparu, quoi. Alors, je reviens sur la question tout à l'heure sur les textes, puisque on a parlé de la mort de Masao, mais qu'est-ce que vous publiez depuis 2021? Quels sont les textes que vous avez publiés, excepté donc celui de Séverine et de Didier Da Silva? Et surtout, quels sont ceux à venir? Alors là, ce semestre, je publie donc les mémoires de Richard Fleischer, cinéaste américain. On a une 50aine de films, Les Vikings, Soleil Vert, enfin, beaucoup de films cultes, Philippe dorme pas la nuit ou Monaco, qui sont des films moins connus, mais qui sont peut-être ses chefs-d'œuvre. Plus une monographie sur lui, donc de Nicolas Tolop, qui retrace toute sa carrière à Hollywood, qui revisite toute son œuvre, tous les films de Fleischer. Je viens de publier un essai très, très beau, très étonnant, très différent sur Jacques Doyon, qui est signé Anthony Colo. C'est absolument pas un essai classique de cinéma. Ça doit même étonner plusieurs personnes habituées à lire des essais très classiques parce que c'est une œuvre en tant que telle, ce texte. C'est un texte assez court d'une centaine de pages qui est donc sur Jacques Doyon, mais aussi qui a des accents situationnistes, qui a un passage sur Tupperware qui pourrait être du Roland Barthes. Sachant que Colo est un proche de Doyon et cinéaste aussi, il parle des conditions de production du cinéma de nos jours pour Doyon comme pour lui. Et pour Doyon, ce n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer, même après une carrière quand même très identifiée. Je publie aussi un essai sur David Fincher, là, en juin, la question du mal et des tueurs en série chez Fincher, au sens large, qui signe Juliette Lefard, sachant que c'est un bouquin thématique, le tueur comme metteur en scène, la mise en scène, la mise en abîme, la mise en scène dans les films de Fincher, et le tueur, le mal au sens large, c'est-à-dire Zuckerberg dans Social Network, Mark Zuckerberg est perçu, peut être lu comme une forme de tueur en série, c'est-à-dire qu'il va tuer absolument toutes ses relations pour rester le seul à la tête de Facebook. Et un dernier essai que j'ai avancé justement sur Léos Carax, Carax qui va faire l'ouverture de Cannes, un essai de Jérôme Destet qui a déjà publié sur beaucoup d'auteurs, de Zulawski à Biglow. Et Destet, c'est une écriture très littéraire, c'est un texte magnifiquement écrit. Destet sur la géographie, enfin, il appelle ça la petite géographie réinventée de Léos Carax, et il revisite l'œuvre de Carax par les lieux, la limousine, le corps de Denis Lavant, donc un ensemble de topos, et pour ce faire, il est allé piocher dans la poésie de Pierre Réverdy, un poète chez qui l'espace, et la question de l'espace est assez importante. Il a accolé d'une certaine manière Réverdy à l'œuvre de Carax,
et ça donne un texte assez splendide, très, très original, qui ressemble à ce que j'aime faire, quoi, aborder aussi des questions, des œuvres sous des angles neufs et originaux. Voilà pour le semestre. Et l'année prochaine, ou en fin d'année, on va parler il va y avoir le camp, ça devrait être, j'attends la signature, je n'en parle pas tant que ce n'est pas signé, je devrais avoir la signature d'ici une semaine, mais sur une personnalité importante dans les mémoires d'une femme. Donc, par superstition, j'en parlerai pas tant que je vais aussi avoir un texte sur le punk, la naissance du punk à Paris, un texte sur les rapports entre peinture et cinéma. Et en littérature, pour l'instant, je suis tranquille. Je sais, il y en a un, je sais que je suis quasiment sûr, mais je me suis rien bloqué. Il y en a un, je sais que je vais le faire. Il faut juste que je vois l'auteur. C'est un auteur que je connais bien. Il faut juste que je le vois là, à la fin du mois dès qu'il peut remonter à Paris. Et je me garde une place pour le deuxième semestre. Mais j'aime bien pas m'obliger trop. J'aime bien, ça me déprimerait de me dire ah, mon programme littérature, il est prêt pour les 5 prochaines années. J'aime bien les surprises, j'aime bien les rencontres, j'aime bien donner sa chance au hasard. Donc voilà, je me garde toujours, mais dans tous les plannings, ça je le dis jamais vraiment, je me garde toujours une petite place au cas où j'aurai un coup de cœur. Et merde, je peux pas refuser ça. Comme je vais pas faire un livre de plus, je me garde une petite place secrète, je le dis à personne, mais c'est au cas où j'aurai un coup de cœur, quoi. Voilà, Ça ne m'étonne pas. stratégie. Je le sentais, je le sentais. Pour le coup, on n'a pas parlé du titre et de la couverture de S'abandonner, puisque la couverture, c'est quand même Chagall. Donc, est-ce qu'il y a une symbolique par rapport à cela? Et par rapport au titre, est-ce que ça a été le titre définitif ou le titre de travail, ou en tout cas celui qui était dès le départ accepté, ou vous avez retravaillé ce titre-là? Le titre, je l'avais trouvé, ouais, parce que j'aimais l'idée de s'abandonner dans les deux sens. Être abandonné et s'abandonner à quelque chose de nouveau, donner à banc, comme on disait avant. Donc le titre, il vient de moi. La couverture, c'est l'éditeur, donc elle m'a beaucoup plu quand il m'a proposé. Je voulais je voulais quelque chose de léger parce que je veux pas qu'on dise les ruptures, enfin léger. Je voulais quelque chose de plutôt joyeux, une légère qui peut être lu comme une légère mélancolie et qui en même temps ne l'est pas et qui de deux êtres qui s'éloignent et qui en même temps restent liés parce que c'est aussi une histoire de reconstruction, si je peux le dire. Donc, ça me semblait bien refléter l'esprit général du livre, quoi. Quelque chose de doux, de délicat et qui parle des rapports amoureux. On le sent dès cette fausse séparation entre les deux héros de Chagall. Donc, ça me semblait donner une image, ça me semblait une image mentale qui symbolise bien qui donne un bon avant-goût de ce que pouvait être le livre. Voilà, en gros. Voilà. Et Séverine, justement, est-ce qu'on va devoir attendre 3-4 ans pour lire un prochain roman ou pas? Où en êtes-vous dans votre actualité? Alors, roman, j'ai commencé autre chose, mais je ne sais pas où ça va, donc je verrai. Voilà. Après, ouais, je mets quand même du temps. Et puis après, il y a le moment où il est fini, puis le moment où on le confie à l'éditeur, le moment où on laisse poser. Voilà, c'est assez long et ça, je compte dans les 4 ans. Et après, je crois que j'ai 2 essais cinéma en tête, mais on verra. Voilà. Pas en tête, un peu commencé. Il y en a un peu commencé. Voilà. Ok. On va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude et après on finira évidemment par le deuxième extrait, la lecture du deuxième extrait, Séverine. Bien sûr. Allez, 3, 2, 1. C'est bon.
Parfait, merci. À vous, Séverine. Alors, je vais faire la lecture que j'avais faite devant les affranchis. Alors, puisqu'il n'y avait pas grand monde, j'avais lu d'abord un café qui n'existe pas à Paris, qui s'appelle Le Cabourg. Samedi 10h. Des tableaux normands ornent les murs, j'entends la clameur des vagues, je peux respirer leur écume. Elle apparaît dans une lumière rasante, posée face à moi dans un long manteau crème, elle tapote ses mains gantées de cuir. Elle ne paraît pas prête à les retirer. En me dévisageant, elle réitère son refus. Je la sens sur le départ, son assise elle-même n'est pas solide, une seule fesse déposée sur le siège. Au téléphone tout à l'heure, j'ai tenté de la persuader. Elle est venue me dire qu'elle ne le fera pas. J'ai bien réfléchi, je n'ai pas vraiment le choix. Si j'ai tenu jusqu'ici, c'est que je ne me suis jamais arrêtée pour contempler le paysage. Je sais que vous parler, c'est inventorier la douleur. Je crois que je préfère ne pas la regarder du tout. J'avance, vous comprenez, je trace même, pourrait-on dire. Vous avez raison de penser que je vis avec des œillères, que je fais l'autruche, mais je ne peux pas faire autrement. Elle inspire, expire, j'attends. Ma sœur ne cesse de me répéter que le jour où je me poserai, où je regarderai l'ampleur des dégâts, je vais m'effondrer, littéralement m'effondrer. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que raconter, c'est mettre en scène la souffrance, ou pire, la faire advenir, lui donner une existence, une consistance. J'avance, moi. Et si je me mets à vous raconter, je ne suis pas sûre de pouvoir m'en remettre. Je veux dire, je ne sais pas si ce sera tout à fait juste, si ce sera tout à fait vrai. Les mots vont nécessairement déformer et amplifier des petits riens, des détails infimes qui n'ont jamais eu l'importance qu'ils vont acquérir dans le récit que j'en ferai. Les mots vont salir, détruire, agrandir ce qui n'a pas eu cette force lorsque je l'ai vécu. Je préfère me taire et continuer ma route, regarder droit devant. J'espère que vous comprenez. Elle pose sa main enrobée de cuir sur la mienne et d'une pression ferme m'indique qu'elle doit partir maintenant. Je ne la retiens pas. Durant un moment, je reste prostrée devant ma tasse, un peu remuée par ses propos, puis j'attrape mon mobile et avance le rendez-vous suivant. Donc voilà le café Les Affranchis, samedi 11h30. Le nom me tentait avec sa terrasse chauffée, ses fauteuils rétro et sa grosse horloge au cadran noir. Encore étourdie par le rendez-vous précédent, j'essaie de me convaincre du bien fondé de l'entreprise. Moi aussi, je dois poursuivre sans coup férir, ou du moins essayer. Je la regarde déposer son sac sur la table. Elle détourne les yeux en laissant la fumée de sa cigarette imbiber mon écran. Je vois sa respiration fondre dans ce halo grisâtre. Ses mains triturent le briquet qu'elle a posé devant elle. Les souvenirs sont lents à sortir. Elle dit être pourtant venue pour ça, digérer. Ses mains s'agrippent à l'objet, comme si elle voulait éviter de sombrer. Je la regarde, j'enregistre cette attente. J'écoute son silence tendu, à l'affût. J'écoute et j'enregistre. Elle a ôté son gilet qui pend tristement le long de la chaise et le barrage cède enfin. Les mains se résolvent à la paix. Elle les pose à plat sur la table comme auparavant son sac, enfin calme. Elle remonte à la source du chagrin. Dans des carnets noirs, rouges, bleus, je range chaque amant. Ni photo, ni message. Je note leurs particularités, les petits noms qu'ils me donnaient, ce qu'ils préféraient en matière de sexe. C'est important ça. Vous savez que ça dit beaucoup d'un homme. La manière dont il fait l'amour. La physionomie de son sexe, on s'en fout. C'est plutôt comment il s'en sert. Ce qu'il veut absolument vous voir faire. S'il veut vous voir jouir, ça dit beaucoup de lui. Mais bon, ce n'est pas tout non plus. Certains sont des amants attentionnés et se révèlent au saut du lit d'odieux personnages, de fiefés canailles. D'autres clament leur position humaniste, soucieuse de vous apparemment, et dans les parties fines, oublient jusqu'à votre existence. Il y a aussi ceux qui ont un besoin irrépressible de vous humilier pour bander. Pas d'autre choix que de vous réduire à l'état de rien, juste comme ça. Et je ne suis pas regardante, j'aime tout, je crois, tout et n'importe quoi dans un échange fantaisiste. Après, c'est vrai, quand on jouit, on est profondément seul. Et cette jouissance, on va la chercher loin en soi. Plus question de partage. C'est chacun pour soi. Putain, qui va jouir en premier ? Mais je m'égare. C'était quoi la question déjà ? Comment déjouer l'absence, la perte ? En noircissant des carnets.
une manière comme une autre de consigner la relation. Après, bien sûr, ce sont des carnets de l'après-coup, quand le dernier coup a été tiré et qu'il s'est tiré après son coup. Oh, pardon, ça m'amuse. J'archive le plaisir, les moments passés ensemble, les petits gestes, même imparfaits. Je suis une fille génération Y, je rencontre les hommes sur les réseaux sociaux. C'est plus direct. J'ai l'impression, du moins, ça va plus vite. Pas de temps à perdre avec un mec qui ne comprend rien à ce que je lui dis, qui n'a pas les bonnes références. Alors oui, je vois votre regard sidéré, une rencontre, c'est partir en territoire inconnu, découvrir l'autre, lâcher prise. Mais là, vous me demandez de la rebrancher, la prise, sinon comment parler de rupture? Je sais lâcher prise. Je ne sais même faire que ça. Je faisais un peu ma crâneuse avec mes théories à 3 francs 6 sous, Internet et la langue commune, tu parles. Même comme ça, je me gourre toujours. Il m'aime jamais. Il tombe sous le charme d'une image, un charme puissant. Ça semble vraiment les subjuguer, les envoûter, et j'y crois, moi. Forte séduction, je me plante à chaque fois. La même langue, mon cul. En fait, je ne les comprends jamais, malgré les soi-disant références communes. C'est toujours la foire aux vanités, velléités, vacuités. Le dernier, par exemple, il était arrogant, imbu de sa personne. Il croyait tout savoir et me prenait pour une idiote sur papier glacé, une icône de verre. Il saisissait mon image à tout bout de champ. Il la posait sur ses écrans, téléchargement immédiat, mais me ratait tout le temps. On baisait bien ensemble pourtant, mais on ne parlait pas la même langue. Je me demande si nos corps ne se rataient pas eux aussi, en fait. Sur le coup, c'était bon, c'était bien, mais j'ai jamais pu en garder un souvenir précis, même en me concentrant très très fort. Aucun souvenir, une sensation même pas tenace. À cause de la langue, on n'avait pas la même. Ses mots à lui me cisaillaient, mes mots à moi, à peine sortis, il me les faisait ravaler. Ni mes mots, ni mon corps n'avaient de poids. Une image, c'est trop léger, ça pèse rien. Il m'a laissé avec des étiquettes collées partout, des mots qui font mal plein la tête. Il a gardé les images pour sa collection de papillons, un entomologiste. Il m'embaumait, et comme mes mots ne collaient pas à ces images, il m'a vite décroché du tableau et plongé dans la liste sans fin de ses conquêtes. Un nouveau spécimen rare. Lorsqu'elle quitte le café, je la regarde traverser l'avenue. Elle m'a parlé d'un objet fétiche au téléphone, mais ne l'a pas sorti. Sa blessure a suffi. Je la vois sauter sur le trottoir d'en face. Sa jupe ample délie ses membres. Elle a acquis une certaine souplesse en se délestant de son histoire. Il est peut-être temps que je lui emboîte le pas. Décidée à me reprendre en main, je me résous à sortir ce soir. Pour l'occasion, je fouille la penderie bien garnie de Julien. J'ai l'embarras du choix. Voilà. Merci Séverine. On l'a échappé belle, à quelques secondes près, le vocabulaire n'aurait aurait été interdit au moins de 10 ans. On l'a échappé belle, bravo. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Je tenais à vous dire que véritablement ces rencontres sont faites mais typiquement pour vous, parce que véritablement j'adore votre discours, j'adore ce que vous avez écrit Séverine, mais le discours de Pierre Julien tout autant. Et véritablement, on a découvert les personnes qui étaient derrière une maison d'édition à travers vous, et ça vaut de l'or, parce que Marest n'est qu'un nom, et quand on découvre les personnes derrière qui sont aussi attachantes et aussi brillantes, véritablement, c'est un pur bonheur. Donc voilà, ces rencontres sont faites pour vous. Merci à vous. Et véritablement, avec un immense plaisir, on vous accompagnera tout au long de l'année et avec différents auteurs. C'était super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne soirée. Merci, au Et revoir. bravo pour la lecture. Merveilleuse lecture encore. Ouais. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.